J'aime bien parce que je m'attendais à plus de... Je sais pas, je m'attendais à que ça cogne 12%. Alors, 12%. Puis que ça soit... Non, mais que ça soit Une lourd. côte à 12% avec. Ouais, c'est ça. C'est vrai. J'aime la couleur. On dirait que La transformation des véhicules de l'essence à l'électrique. On ne pouvait pas juste avoir un changement de technologie au niveau de la propulsion de véhicules, mais il fallait que ça s'accompagne aussi de changements d'habitude. Déjà, la réalité, c'est que l'auto coûte cher et le coût de posséder une auto coûte cher. Ces gens-là, souvent, doivent avoir une voiture, mais pas tout le temps. Ils ont pas besoin tout le temps, mais des fois, c'est pratique. T'sais, au Québec, on a besoin de ça. On vit souvent avec ce genre de dilemme. Ah, j'achète-tu une auto ou pas? Là? Et quand on met bout à bout combien ça coûte une année, qu'on ramène ça au nombre de kilomètres que les gens parcourent, l'utilisation qu'ils en ont, on paye beaucoup trop cher. La façon de se déplacer doit changer. La voiture reste quand même le moyen de transport privilégié de la population, de la liberté. Et comment on réconcilie le besoin de se déplacer en auto avec le besoin de ne pas avoir une auto? C'est en développant justement la solution d'autopartage. Depuis quelques mois, on a réfléchi avec David effectivement à lancer quelque chose qui soit vraiment dédié à cette vision long terme d'essayer de faire changer le mode de consommation de la voiture électrique. Santé. Messieurs, Santé. belle aventure. Santé. Santé. Voilà, mes générations, moi, mais surtout mes parents, on était fiers d'avoir une auto. Le ownership, avoir une auto, c'était une différenciation sociale. On aimait ça, l'emmener le dimanche, la laver, etc. Aujourd'hui, avoir une auto, c'est plus quelque chose d'important. Ce qu'on veut, c'est avoir de la mobilité et avoir de la liberté. Hey, bienvenue aux électrons libres. Ce matin, là, je peux pas faire trop de bruit. Là. Le monde sont encore en train de se réveiller. On part visiter Avigo. Avigo, qui est une start-up en mobilité durable à Montréal, où on fait du partage de voitures, mais pas juste dans les rues, c'est aussi dans le secteur immobilier, le secteur plus entreprise. Donc, une alternative à Communauto et à Léo. Ils viennent de lancer leur entreprise, puis on s'en va les voir. C'est un épisode un petit peu spécial, en start-up lancement. On veut faire les choses un petit peu différemment, donc attachez votre sucre, ça y va. Pour l'épisode d'aujourd'hui, j'aimerais remercier spécialement David et Guillaume de Avigo pour leur participation à l'émission. Deuxièmement, Jérôme, pilote de drone de l'entreprise Axis 3D qui s'est occupé des merveilleuses captures en hauteur. Et troisièmement, Frédéric de la cidrerie Michel Jodoin pour son accueil. Merci les gars. Salut Xavier. Merci de m'accueillir chez Avigo. Merci à toi de nous accueillir sur ton podcast. Félicitations en passant pour le début d'une aventure avec Avigo, le service d'autopartage pour entreprises immobilières. Parlez-en, moi en plus un peu de Avigo. C'est quoi? Ben oui, mais tout d'abord, là on est chez Weave. Ouais. Weave, c'est une entreprise qui existe depuis 5 ans au Québec, qui est très connue pour la location de véhicules électriques auprès des chauffeurs professionnels, comme les chauffeurs Uber, les chauffeurs de taxi. Weave a commencé dans l'autopartage il y a environ 3 ans. Okay. Et puis, Weave a décidé de lancer une nouvelle entreprise pour les mêmes actionnaires qui s'appelle Avigo, qui est la division autopartage de Weave. Donc là, on est le siège social de Weave, Ouais. le stationnement des autos de Weave. Et pour commencer, Avigo a décidé d'utiliser exclusivement les voitures de Weave pour opérer l'autopartage. Okay. Donc il y a 70 véhicules qui appartiennent à Weave, mais qui sont exploités par Avigo en autopartage. Comme tu l'as dit, Xavier, il y a l'autopartage commercial, puis l'autopartage résidentiel. Ouais. L'autopartage résidentiel, on va commencer par ça, c'est ce qu'il y a de plus sexy en ce moment, là, puis les gens en ont besoin. C'est vraiment l'idée d'avoir des services additionnels dans des résidences, Okay. que ce soit pour des locataires ou pour des propriétaires occupants. Ouais. Donc on aime ça d'avoir une piscine ou une salle de sport dans son immeuble, c'est vraiment à la portée de... Et là, ce qu'on veut, c'est d'être capable aussi d'avoir un véhicule électrique qui fasse partie des services. Dans l'esprit
d'avoir moins d'autos sur les routes, on va en parler plus tard, qu'il y ait moins de trafic à Montréal surtout, ou dans les grandes villes au Canada en général, et puis surtout contribuer à la réduction des gaz à effet de serre, et tout en améliorant l'expérience d'utilisateur, de consommateur d'auto. Ouais. Voilà. Parlons-en des véhicules et des autos. Vous avez une grosse flotte de véhicules avec Weave notamment. C'est quoi vous avez comme modèle? Parce que je sais que les gens à la maison vont vouloir savoir un peu c'est quoi. Ouais, absolument. Bah écoute, on a un panel assez large de véhicules. Ça va des Chevrolet. On a beaucoup de Chevrolet, des EUV et des Equinox. C'est des modèles qui sont assez performants. Surtout l'hiver au Québec, on le sait, on a besoin de véhicules très performants. Et on a également une bonne partie de notre flotte donc qui est plus côté coréen. Donc on va avoir du Hyundai Kona, Kia Niro. C'est aussi des véhicules qui plaisent énormément en autopartage résidentiel surtout. Donc c'est des véhicules qui ont des tailles assez convenables, des autonomies très correctes. Donc les gens aiment avoir ce type de véhicule au sein de la flotte. Très très cool. Parlant de la flotte, on va aller l'essayer. On s'en va. Avec plaisir. Boire un coup, prendre un verre. Nice, très bon, très bon. Prendre un verre comme on dit. On s'en va à la cidrerie Michel Jaudoin. Puis ça nous suit sur la route. Écoute, on te suit. On a hâte. On peut mettre le chauffage dans l'auto. Hein. C'est ça. David, l'autopartage au Québec, ça s'inscrit dans une réalité qui est quand même particulière au Québec. On sait qu'avec le climat froid, la qualité des routes, puis juste le fait qu'on n'est pas si dense comme province. Il y a en masse de place au Québec pour se promener. On a des grandes routes. Il y a beaucoup de chemins qu'on doit parcourir pour se rendre à différents endroits dans différentes villes. On sait que ça peut être difficile de pas avoir sa propre voiture, de pas posséder sa propre voiture. Comment s'inscrit l'autopartage, surtout chez Avigo, par rapport à cette réalité-là au Québec? Déjà, la réalité, c'est que l'auto coûte cher et le coût de posséder une auto coûte cher. Souvent, on minimise ça. Les gens pensent, c'est l'essence, le prix du gaz a augmenté, ça me coûte cher. Mais en fait, le prix du gaz, finalement, c'est une infime partie du coût d'un véhicule. Ouais. Le coût de l'électricité, même, si c'est moi, je gère que le gaz. La dévaluation d'une auto, les assurances, les stationnements, que ce soit résidentiel ou commercial, ça coûte extrêmement cher. Et quand on met bout à bout combien ça coûte une année, puis qu'on ramène ça au nombre de kilomètres que les gens parcourent, l'utilisation qu'ils en ont, ils payent beaucoup trop cher. Ouais. Donc la façon de se déplacer doit changer. Au Québec, on vit dans une province qui est quand même assez large. On a développé le transport en commun, mais le transport en commun est pas dense comme il peut être dans les capitales européennes, par exemple, avec une quinzaine de lignes de métro, des trains, des TGV, etc. Donc, la voiture reste quand même le moyen de transport privilégié de la population, de la liberté. Et comment on réconcilie le besoin de se déplacer en auto avec le besoin de ne pas avoir une auto? C'est en développant justement la solution d'autopartage. La solution d'autopartage, c'est un peu une façon d'avoir un système on-demand, de pouvoir avoir une auto. Un petit peu comme la transformation au vidéoclub chez Blockbuster ou chez Vidéotron, prendre une cassette vidéo, la louer, la ramener à la maison, et la facilité de consommer on-demand sur Netflix, par exemple, des films. Ouais. C'est cette transition-là du modèle ancien de l'auto classique vers des solutions d'autopartage, qui n'est pas dans le ownership du véhicule, qui pour moi appartient au passé, mais vraiment dans une solution de mobilité qui s'intègre dans tout ce qui est disponible en termes de mobilité. Transport en commun, vélo, autopartage. C'est intéressant que tu parles de tout ce qui est disponible en termes de mobilité parce que souvent on a tendance à segmenter justement les secteurs. On parle de transport en commun, on parle de vélo, on parle d'auto séparé, on parle de tout est séparé, tout est catégorisé, même que on a dans chaque ville son réseau de transport en commun. Le covoiturage aussi est séparé, on l'a même pas mélangé au transport en commun. Puis toi, de ce que tu sembles dire, c'est de parler plutôt de quelque chose qui est presque universel, c'est-à-dire un ensemble de solutions qui sont regroupées sur une même entité pour faciliter la mobilité des gens au Québec. C'est ça, mais finalement on a rien inventé dans le sens où c'est une extension
du covoiturage. Sauf que c'est un covoiturage à la demande. Finalement, une auto est partagée par plusieurs personnes. Donc, les frais fixes de posséder une auto sont répartis sur un plus grand nombre de personnes, donc on réduit le coût. C'est un petit peu comme vivre dans un voisinage où, par exemple, un voisin aurait acheté une tondeuse à gazon, un autre aurait des outils pour une scie circulaire, puis les gens se prêteraient les outils. Ça éviterait de tout le monde d'en avoir d'avoir l'outil, donc on dépenserait moins d'argent, c'est bon pour l'environnement. Et puis aussi, il y aurait moins de monde sur les routes. On fait face à des pics de trafic, souvent pendant les heures difficiles du matin et du soir. Les transports en commun sont une des solutions, mais moins il y aura d'autos sur les routes, plus il y aura de covoiturage et d'autopartage. Et non seulement on pourra mieux rouler, en roulant mieux on pollue moins, et en plus en roulant électrique permet aux voitures d'atteindre plus facilement des cibles de kilométrage pour réduire les gaz à effet de serre. Hey, merci d'être abonné aux électrons libres. C'est tellement le fun pour moi de voir que je peux faire une différence dans ta vie, que tes déplacements, ça n'a pas besoin d'être une corvée, que ça peut être le fun, ça peut devenir une aventure, puis surtout, ça peut être vraiment plus efficace en adoptant une mobilité plus durable. Puis tu sais quoi? Une façon de m'aider à rendre encore plus pertinent mon contenu, c'est que tu marques un commentaire. Écris un commentaire ce que tu as aimé dans chaque épisode, ce que tu as moins aimé. Moi, ça m'aide à créer du contenu qui est le fun pour toi, qui est utile dans ton quotidien. On fait ça? Ouais, c'est ça. Ben, justement, si tu parles des gaz à effet de serre, souvent on les oublie, là, au-delà du prix, au-delà de juste réduire le trafic. Il y a aussi toute la pollution qu'on voit, qu'on sent. Puis, vu que le prix d'achat maintenant d'une voiture électrique est tellement élevé, les gens sont un peu pris avec leur voiture à gaz. En se disant ouais, mais là moi pour avoir un véhicule, ça me prend un véhicule à gaz parce que sinon je peux pas me payer un char électrique, c'est beaucoup trop cher. C'est là que je vois que la voiture en autopartage permet justement d'avoir accès à des véhicules qui émettent beaucoup moins de CO2 ou qui en émettent pas du tout. 100%. La véhicule électrique qui remplace l'auto à gaz, c'est une solution, mais c'est pas suffisant. Il faut combiner la transformation technologique du gaz vers l'électrique et aussi moins d'auto. Une auto électrique qu'un individu achète roule 10 000, 15 000 km par an, c'est pas forcément une bonne opération. Parce que ce qu'on va sauver sur le prix du gaz, on va le mettre sur le prix d'achat du véhicule qui est plus élevé. Puis, les batteries, veut pas, ont une empreinte carbone lors de la fabrication. Donc, pour amortir cette empreinte carbone de la fabrication d'un auto électrique, il faut qu'il soit utilisé par plusieurs personnes. Pas une seule famille. Donc, le fait de partager ce véhicule autant pour du résidentiel dans un immeuble de 200 unités, d'avoir 2, 3, 4 autos à partager, ou pour du commercial, des tours de bureau avec des bureaux d'avocats, des agents immobiliers, des comptables qui pourraient utiliser une voiture partagée de service pour leurs employés. Ça permet d'atteindre ces économies de carbone en répartissant l'empreinte du véhicule sur un plus grand nombre de personnes. Ouais, c'est super intelligent. Puis tu sais, quand je pense, les gens au bureau, là, c'est rare que tout le monde part en mission d'affaires en même temps. Les gens, intrinsèquement, comme toi et moi, Xavier, là, on veut faire notre part pour la planète. Tout le monde veut sauver la planète, mais les gens sont pas prêts à payer pour ça. L'avantage du modèle d'autopartage électrique, c'est qu'on sauve la planète et en même temps on sauve de l'argent. Et les gens, surtout en ce moment, ce qu'ils veulent, c'est sauver de l'argent. On le voit à prix dans la pompe, proche de 2 $ ou à 2 $ à Montréal. Et c'est ça. Donc, on arrive à les convaincre par une meilleure situation économique en réduisant leurs coûts. Et la cerise sur le gâteau, on a une meilleure empreinte environnementale. Bravo, c'est quand même remarquable. On jumelle un peu à sauver des coûts en même temps, comme tu dis, de sauver l'environnement. C'est merveilleux. Puis, parlant des véhicules, puis l'utilisation des véhicules moyennes, moi, une statistique que je connais qui s'approche un peu justement de ce qu'on parle, c'est que les gens, en moyenne, ils utilisent leur véhicule quelques jours par année, puis on parle d'environ 300 jours en moyenne que le véhicule est stationné. C'est exactement ça. À moins d'être un professionnel de la route, puis
comme un chauffeur de taxi ou un agent immobilier ou une personne qui travaille avec son auto. Ouais. Ces gens-là font 35 000, 40 000, 50 000 km par année et plus. Avoir leur propre auto électrique, ça a du sens. Ouais. Ils vont l'utiliser beaucoup, de façon extensive, ils vont sauver des coûts. Et ces gens-là ne sont pas la cible de l'autopartage. Non. On parle des gens, effectivement, qui utilisent peu leur voiture, 300 jours par année et plus, leur voiture est stationnée, dans un stationnement qui leur a coûté cher. Aujourd'hui, acheter un stationnement centre-ville de Montréal ou proche sur l'île de Montréal, ça coûte entre 60 et 120 000 $. Là, on parle pas le prix d'un appartement ou d'un condo, on parle du prix du stationnement, du spot en bas au sous-sol. Juste ça, de l'amortir sur même 10 ans avec une voiture, c'est beaucoup trop cher. Ouais. Donc, on cherche vraiment à toucher cette clientèle qui a un besoin précis, qui en temps normal aurait une voiture, aurait cette liberté, qui aujourd'hui a plusieurs options. À l'option du vélo, à l'option de le transport en commun quand il y en a disponible, à l'option d'appeler un Uber ou un chauffeur de taxi, mais a aussi l'option de partir avec sa propre auto et d'avoir cette liberté de pouvoir choisir son horaire de départ, choisir son horaire de retour, que ce soit pour aller à l'épicerie, pour aller voir des amis, toutes sortes d'utilités du véhicule occasionnelles. Ben oui. Puis là, en ce moment, tu me corrigeras, vous êtes déployé à Montréal. Est-ce que tu vois l'autopartage comme pouvant se déployer plus en milieu, je dirais, suburbain, c'est-à-dire plus banlieue, même peut-être un peu plus rural? Est-ce que tu penses que c'est possible d'amener ça là-bas? Alors, c'est une bonne question. On est déployé à Montréal et dans plusieurs grandes villes canadiennes, jusqu'à Vancouver, à Québec également. Et on va avoir pour la première fois nos premiers clients bientôt à Saint-Hyacinthe. Ah, OK, quand même. On a déjà des clients en banlieue, Laval, Longueuil, grande banlieue. Il y a des opportunités aussi. Okay. En revanche, dans l'utilisation de l'autopartage résidentiel, il faut considérer au minimalement un 24plex. Donc, une résidence de 24 logements pour une auto. À partir de ce moment-là, on peut avoir quelque chose qui fonctionne. OK. Toi, Guillaume, t'as habité en France. Par rapport au Québec, c'est quoi les différences que tu vois au niveau de l'utilisation de la voiture, puis au niveau même de la réalité routière? Ouais, j'y étais il y a 2 semaines. Comme ça s'entend mon accent, je suis français effectivement. Au Québec, j'ai cru comprendre et je le remarque dans un foyer, une personne a une voiture. Alors qu'en France et en Europe en général, un foyer souvent va avoir 1 à 2 véhicules maximum et les gens vont avoir plus tendance à se partager les véhicules. Ouais. On le voit, ça tend à se développer au Québec, surtout je pense ma génération, on va dire entre 20 et 35 ans. On est peut-être moins enclin à posséder un véhicule et plutôt justement à se partager un véhicule, partager les coûts. Ouais. Oui, effectivement, en France, je pense que on développe aussi beaucoup les transports en commun. On voit dans les grandes villes type Paris, Lyon, Marseille ou autres, on a énormément de métro, beaucoup de bus, les vélos en libre-service, les trottinettes, vraiment tout un panel si tu veux, de mobilité différente et accessible. Ouais, c'est ça. Vous avez du choix, en fait. Exact. Du choix, beaucoup plus qu'au Québec, même si ça s'améliore, là, on le voit. Puis, comme tu dis, je pense que les gens... Moi je l'ai vu parce qu'à chaque année, je vais faire mon petit tour en France, voir des amis, mais je le vois aussi qu'effectivement, il y a une tendance à se partager l'auto. C'est pas... tu sais, on dirait qu'ici, il faut faire un business case là, pour que les gens se partagent les affaires. Mais... en France, on dirait que c'est une habitude, c'est quelque chose de ça. Moi aussi, je prends mon exemple. Quand j'étais encore en France, chez mes parents, on était 4 avec ma sœur, on avait 2 véhicules. On se partageait 2 véhicules à 4 et honnêtement, ça fonctionne très bien de se partager un véhicule. Bah oui, même à domicile. Ben oui. Toi, c'est Bretagne, hein? C'est exactement en Bretagne, c'est la partie ouest. T'es habitué au froid du Québec, ça te fait le pas froid peur. et la pluie, ouais. Ouais, c'est ça, ça te fait pas peur. Alors, nous voici à la cidrerie de Michel Jodoin sur un verger qui date de plus d'1 siècle. En fait, Michel Jodoin a débuté ses vergers en 1901 et on se retrouve ici dans la magnifique municipalité de Rougemont sur la rive sud de Montréal. Santé, messieurs. Santé. Belle aventure. Santé. Santé! J'aime bien. Je suis pas habitué à cette heure-là le matin. C'est drôle, sans bulle, c'est la première fois que je peux... Oui, à Canada, on n'a pas beaucoup.
J'aime bien parce que je m'attendais à plus de... Je sais pas, je m'attendais à que ça cogne 12%. Alors, Puis que ça soit... Non, mais que ça soit lourd. lourd. T'as 12% avec. Ouais, c'est ça. C'est vrai. J'aime la couleur, on dirait que c'est... Ouais. tu sais, on- 3 variétés de pommes pour celui-ci. Donc, Macintosh, la Royal Delight et la Merci. pomme smoothie à l'intérieur. Fait geler le jus de pomme en hiver. Mm. Donc, pour avoir une séparation, donc on va vraiment concentrer le sucre de cette façon-là. Mm. C'est bon. T'as de l'accord. C'est comme ça que les Allemands font leur vin de glace. Ça, c'est incroyable. Je pense que vous connaissez le nom, mais c'est incroyable quand tu penses la quantité d'une bouteille comme ça. Comment tu penses que ça prend de pommes comme ça? Je pense que si tu me dis ça, c'est que ça en prend énormément pour faire une petite bouteille. On a calculé à peu près une cinquantaine de pommes que ça prend par bouteille. Ah ouais! Wow. Ouais, Ok. 50 pommes. M'excuse, mais je fais bien parce qu'il ça fait pas longtemps qu'il est au Québec. 3 ans seulement, 3 hivers, donc... On l'intègre encore. Donc, dernière catégorie, on tombe un peu dans les spiritueux. Donc, Chocolat noir, j'approuve. J'approuve. Et imagine avec un fromage bleu, là. En tout cas, moi, je me rappelle pas avoir filmé un épisode où je faisais autant. Une première à toutes, hein. Alors, on est en compagnie de David et Guillaume de chez Avigo. David, j'ai envie que tu me parles de 2 secteurs Ouais. que vous travaillez chez Avigo. Vous parlez du secteur commercial, du secteur résidentiel. Parlons donc du secteur, votre offre en fait au niveau commercial. À quoi ça ressemble C'est chez ça. Avigo? On a parlé d'autopartage. Ouais. Donc commercial. C'est quoi l'autopartage commercial? Il y a 2 types d'autopartage commercial. Le premier qu'on a, c'est commercial pour les tours de bureau. OK. On pense souvent en tour d'habitation, unité de condo, locatif, on en a parlé, mais tour de bureau, c'est intéressant. On pense aux grands immeubles à Montréal, la place Ville-Marie, le Mille de Bonaventure. Beaucoup de bureaux d'avocats, bureaux de comptables, toutes sortes de bureaux. Les gens viennent travailler souvent en métro, on le souhaite, de plus en plus. Et puis, ils peuvent avoir des rendez-vous dans la journée pour aller visiter des clients où les transports en commun n'existent pas. Donc l'autopartage commercial, c'est de mettre à disposition de l'autopartage pour ces bureaux-là, de façon à ce que, par exemple, une agence immobilière avec une vingtaine de courtiers puisse aller en rencontre avec leurs clients dans la journée avec cette voiture-là, de sorte que on réduise un petit peu peut-être l'usage du taxi ou du Uber qui était très dispendieux pour les entreprises, et aussi le remboursement des frais kilométriques. On parlait tout à l'heure un peu de réduction de coûts, gaz à effet de serre. Ouais. Souvent dans les entreprises, aujourd'hui, on a des employés qui utilisent leur véhicule personnel, souvent à essence, pour parcourir des distances pour l'entreprise, sont remboursés aux frais kilométriques, entre 50 et 60 sous du kilomètre. Ouais. Ça coûte très cher aux entreprises à la fin de l'année. Vraiment. Avoir une autopartage électrique dans leur bureau, c'est pratique pour les employés, c'est pratique pour les entreprises, ça réduit les coûts, réduction de l'empreinte carbone également, tout le monde est gagnant. Donc ça, c'est l'autopartage commercial, tour de bureau. OK. Deuxième type d'autopartage commercial, c'est simple, c'est les concessionnaires que vous connaissez. Vous achetez des autos ou des leasing ou des carrosseries. Ça arrive que votre auto personnelle peut tomber en panne. Vous pouvez avoir un accident, peut arriver beaucoup de choses. Ça peut être juste un entretien à la journée. Vous déposez votre véhicule chez le concessionnaire et sur place, on a une station d'autopartage à Vigo pour les concessionnaires, de façon à donner un véhicule de remplacement aux clients pour quelques heures ou pour une journée ou plus. Ce système... J'interromps David parce que les gens à la maison, là, vous connaissez sûrement la voiture de remplacement, là, quand votre véhicule, on doit faire une maintenance dessus, puis tu sais, c'est un peu la vieille zézette, là, avec le muffler percé, puis l'auto que, bref, on ne veut pas prendre, puis que personne veut prendre, mais c'est avec celle-ci qu'on se retrouve souvent. Puis vous offrez justement une voiture décente pour des clients décents qui veulent avoir quelque chose qui look bien, puis qui fonctionne bien. Dans le langage courant, on appelle ça la voiture de courtoisie, finalement. Ce qu'on a remarqué, qui était très avantageux avec Avigo, c'est que premièrement, le client qui arrive chez le concessionnaire a un avantage dans le gain de temps incroyable, parce qu'avant ça, il était envoyé dans une société de location traditionnelle, avec quelqu'un qui venait le chercher et signer un contrat, c'était long, pour louer une auto de remplacement. Ou dans d'autres cas, une personne roule avec une auto électrique, voiture de remplacement électrique n'existe pas. On se retrouve à prendre une auto de remplacement qui est un véhicule à essence, payer l'essence. Là, la personne est satisfaite, pas satisfaite. Elle demande des remboursements de son plein d'essence. Complexe à gérer, remboursement d'essence. Et on est même allé encore plus loin en poussant le modèle Avigo 100% électrique. C'est qu'on a réussi à convaincre des gens qui roulent
essence qui sont arrêtés pour leur véhicule en panne ou toutes sortes de raisons, ou même juste un changement d'huile, et qui pour le temps de la journée vont goûter à un véhicule électrique d'autopartage, à Vigo, et qui vont devenir des futurs utilisateurs de véhicules électriques. Donc ça va aussi dans notre mission qui est la transformation énergétique, mais pas seulement l'autopartage, mais également de convaincre des gens qui roulent en auto à essence de passer à l'électrique. Pour toutes les gens, les personnes qui nous écoutent, là, qui sont des concessionnaires, vous connaissez le cousin, mon oncle, il travaille dans un concessionnaire. C'est une offre intéressante à explorer justement où on peut offrir en voiture de remplacement ou voiture de courtoisie un véhicule de meilleure qualité, plus récent, qui est électrique. C'est une forme d'essai, en fait, pour un client qui va peut-être commencer à réfléchir, se dire peut-être que ma voiture, je pourrais la remplacer par un véhicule électrique, justement disponible chez vous en tant que concessionnaire. Bref, c'est un bel argument de vente. Voilà. Je pense que ça fait pas mal le tour sur l'usage commercial de l'autopartage que nous on voit. Donc la partie vraiment tour de bureau. Il y a la partie concessionnaire ou ce qu'on appelle les body shops, les carrossiers. Ouais. Il y a beaucoup de réseaux de carrossiers. Vous avez un accident, des fois il y a des pièces qui sont en bon français back order. Puis il faut attendre plusieurs mois pour avoir un capot, pour avoir une pièce manquante. Nos véhicules de courtoisie à Vigo Autopartage sont là pour combler pour que les gens se retrouvent avec une auto. Ben oui, une autre qualité, justement. Là, on a parlé plus de l'offre commerciale. Maintenant, si on va pour l'offre, justement, qui est destinée à monsieur, madame, tout le monde, qui habite en logement ou qui habite en condo, ou des choses comme ça, ces gens-là, souvent, doivent avoir une voiture, mais pas tout le temps. Ils en ont pas besoin tout le temps, mais des fois, c'est pratique. T'sais, au Québec, on a besoin de ça. On vit souvent avec ce genre de dilemme. Ah, j'achète-tu une auto ou pas? Là? Alors, dans le résidentiel, c'est un petit peu la même chose. On a comme deux familles. On a les logements dits locatifs, donc des tours qui appartiennent à des développeurs ou des réseaux de gestion. Et ce sont seulement des locataires. Puis on a des tours de condos, dits condos, où il y a des frais de condo. Les propriétaires peuvent louer leur logement également, mais c'est pas géré par l'immeuble. Ce sont des condos. Ce qu'on essaie de faire, c'est de démocratiser et de partager le véhicule, comme dans ces condos ou ces logements en général, on peut partager divers services, comme par exemple une salle de sport, une piscine. Ça peut être un barbecue, une salle de billard, une salle de réception. On a vu déjà des modèles avec des toilettages pour chats, chiens, des simulateurs de golf. Les nouvelles tours de logement peuvent être assez créatifs dans la variété des services qui sont fournis. Et au point où l'autopartage électrique s'inscrit pleinement dans cette dimension-là. Les gens sont prêts maintenant à payer pour un service, pour avoir la paix d'esprit, pour un nombre de services. Donc le véhicule électrique se retrouve inclus dans ces prestations qui, il y a une quinzaine d'années, étaient vues comme des prestations d'immeubles de luxe, mais qui aujourd'hui se sont vraiment démocratisées et qu'on retrouve même dans des logements programmes plus populaires, banlieues, même logements sociaux parfois, où on se rend compte que les gens qui profitent de ces services sont pas forcément les gens qui vivent dans des tours de luxe. Non. Donc pour les locataires, ce qu'on essaie de faire, c'est d'inclure 1 heure ou 2 heures par mois dans leur bail, comme ils pourraient avoir par exemple le Wi-Fi inclus, des services comme ça. Et on se rend compte que quand on inclut l'utilisation d'un véhicule électrique, même un petit nombre d'heures, 1 heure ou 2 heures par mois, les gens vont avoir tendance à le consommer. Puis c'est là qu'on peut commencer à changer les habitudes. Puis les gens vont consommer plus. Ils vont prendre 4 heures, 8 heures. Peut-être ils vont partir un samedi au ski. Ils vont aller faire leur Costco ou autre chose. Et ils vont utiliser ces voitures-là. Puis on va leur déduire ce qui est inclus dans leur loyer. Et pour les gens qui ont acheté des condos, il fallait des frais de condo. Souvent les frais de condo, ça peut être très cher, 600, 700, jusqu'à 1000 $ par mois et plus. Pour payer le chauffage, les services. On essaie d'inclure aussi un nombre d'heures, 6, 8 heures peut-être par mois. Ça permet aux charges fixes du véhicule électrique d'être réparties sur un plus grand nombre de personnes. Un petit peu comme une piscine. Même si tout le monde ne l'utilise pas, le coût de construction de la piscine, l'entretien de la piscine, le chlore, etc. est réparti sur l'ensemble des résidents. C'est exactement le même principe. OK. C'est un réel avantage, en fait, quand on y pense, de dire c'est inclus dans mes frais de condo. Puis souvent, je pense que quand on pense c'est inclus
sais, il y a une crosse à quelque part, là, souvent, même moi, j'ai été ce genre de locataire-là où je sais comme, le Wi-Fi inclus, ils vont me faire payer plus cher, puis là, je pourrais pas. Non, mais, tu sais, le Wi-Fi, ça peut être discutable dépendamment de c'est quelle entreprise, mais l'auto, on sait que ça coûte cher, ça coûte de plus en plus cher. On a juste à regarder le prix à la pompe. On sait que ça coûte cher. Fait que si c'est absorbé, justement, dans les frais de condo, que ça permet à plus de gens d'utiliser, ben, c'est là que plus de gens l'utilisent, donc les frais baissent pour tout le monde. Exactement. Exact. Puis pour les gens qui consomment plus, il y a des gens qui autopartagent, sont devenus des gros consommateurs, ne pas avoir leur propre véhicule, plusieurs fois par semaine, de façon à ce que ça soit pas inclus de façon illimitée, tant pour les locataires que les propriétaires. Sinon, ce serait toujours les mêmes qui utiliseraient les autos, puis les autres n'auraient pas accès. Au-delà d'un certain nombre d'heures, souvent c'est au-delà de 2 heures pour un locataire, au-delà de 8 heures à 12 heures par mois pour un propriétaire, on va mettre un prix horaire très flexible pour les horaires supérieurs. OK. Exemple, ce qu'on trouve souvent, je pense que les gens aiment bien savoir combien ça coûte. Ouais. On parle de $10 pour 1 heure, $30 pour 4 heures, $60 pour la journée. Okay. Parfois, on peut retrouver des forfaits plus pour le week-end, un samedi, un dimanche, ou même un week-end au complet. La formule de l'autopartage résidentiel, c'est pas fait pour partir une semaine. OK. Okay? Une journée, 2, grand maximum. OK. C'est pas de la location à court terme. Non, location à court terme, il y a des joueurs qui font ça très bien, c'est leur métier. Ouais. L'autopartage, c'est quelque chose de proche, facile à utiliser, en bas de l'immeuble, propre, partagé entre une communauté. Ah, c'est de la consommation quotidienne. OK. Donc vraiment la consommation quotidienne, comme tu dis, Guillaume, c'est vraiment... Ça vise ce type d'utilisateur-là, ce type d'utilisation. J'ai même des exemples intéressants. Je dis souvent que l'autopartage, la cible va plutôt être jeune. On est présent également dans des résidences seniors. OK. Et des gens commencent à se départir de leur véhicule personnel parce que des retraités vont beaucoup moins utiliser leur véhicule personnel, donc doivent payer la permutation des pneus, on le sait au Québec, l'assurance, le stationnement dans les condos qui coûte relativement cher, et qui se retrouvent maintenant face au dilemme de se dire ok, je préfère consommer de manière quotidienne un véhicule d'autopartage fourni dans mon bâtiment, plus que conserver et avoir la propriété d'un véhicule que je vais utiliser 1 à 2 fois par semaine maximum. Non, on sait, en plus, les personnes âgées, on a tous dans notre entourage, puis justement, l'utilisation est peu fréquente. Puis aussi, ça devient lourd avec le temps, s'occuper d'entretien d'un véhicule. Je sais pas pour vous, là, mais moi, à un moment donné, j'étais tanné là, de me poser à chaque printemps puis à chaque automne. Bon, qu'est-ce qu'il faut changer? Tu sais, puis là, il faut que j'aille au mécano, puis là, il va me dire, il y a ça à changer. Mais là, est-ce que c'est à changer maintenant, plus tard? Est-ce que c'est urgent ou pas? Tu sais, on est tout le temps pris avec ces genres de dilemmes-là. L'avantage de l'autopartage, c'est qu'on dit, il y a des véhicules, sont disponibles, je m'occupe pas d'entretien, je m'occupe juste de payer quand moi je l'utilise. Puis sinon, ben il y a une utilisation de base qui est déjà comprise dans les frais de condo, justement. Ça me donne la liberté d'utiliser sans me casser la tête. Je pense que plus que l'argent, même en 2026, ce qu'on veut éviter, c'est de se rajouter une lourdeur dans notre conscience. Là, La technologie a été clé aussi, parce que des modèles d'autopartage existaient il y a une dizaine d'années, de façon complexe, avec des systèmes de clés, de boîtes à clés chez un gardien dans un immeuble. Puis il y a quelques immeubles qui ont essayé de faire ça, qui nous contactent aujourd'hui, parce qu'on a maintenant une technologie beaucoup plus sophistiquée pour le faire et très simple d'utilisation, où avec quelques clics, je pars avec l'auto, j'ai plus besoin de la clé du véhicule, c'est intégré dans l'app sur le téléphone, c'est connecté Bluetooth, Wi-Fi, 3G, c'est simple d'utilisation, y compris, Guillaume faisait allusion à des maisons, des RPA par exemple pour personnes âgées, sont capables avec un téléphone. Maintenant, c'est tellement rendu simple que même des personnes qui sont pas nées avec un téléphone, comme les nouvelles générations, comme vous deux en tout cas, sont capables de l'utiliser et de réserver un véhicule. Ouais, c'est le fun parce que ça s'adresse à tout le monde. C'est quelque chose de très démocratique. On arrive dans un immeuble et on dit ça peut s'adresser à monsieur, madame, tout le monde, les familles comme les gens qui habitent seuls, jeunes ou plus âgés, tout simplement. Puis je trouve qu'il y a un aspect peut-être communautaire même, qu'on dirait. Oui, il y a un aspect communautaire, mais qui va au-delà de la communauté des résidents, qui va même faire c'est un win-win, gagnant-gagnant entre les résidents, mais également le constructeur des résidences. Aujourd'hui, construire un immeuble d'une 20aine d'étages à Montréal, ça coûte extrêmement cher. Les matériaux sont devenus chers. Le terrain est devenu cher, mais la présence du Saint-Laurent, la qualité des sols, les lignes de métro font que
creuser pour faire des stationnements sous-sol, c'est extrêmement cher. Et des gens qui achètent des logements, un condo, puis qui veulent 2 stationnements, on leur demande des fois 70, 80, 90 000 $ pour un stationnement. Les gens pensent qu'ils payent beaucoup d'argent puis que le promoteur, c'est beaucoup d'argent. C'est pas le cas. Non. Le promoteur perd de l'argent sur ses stationnements et plus il doit creuser profond pour en faire, plus il perd de l'argent. Okay. Donc le promoteur a aussi intérêt, il y a un intérêt énorme de l'autopartage, c'est d'être capable de mettre l'argent sur les unités, sur la hauteur, sur des balcons, sur des amenities dans l'immeuble, plutôt que de creuser 5-6 niveaux de sous-sol pour mettre 2-3 parkings par unité, ce qui est beaucoup trop. Ouais. Les villes ont beaucoup contribué à aider pour ça. La ville de Montréal a déréglementé récemment le ratio de stationnement par unité. Ouais. On avait une obligation de construire un certain nombre de stationnements. C'est vrai, ça. Puis il y a des petites villes qui le font. Ouais. On a eu l'exemple de petites villes sur la rive sud de Montréal qui récemment, grâce à des projets d'autopartage, ont donné de la flexibilité à des constructeurs de construire moins d'unités de stationnement. Okay. Alors finalement, tout le monde y gagne, c'est-à-dire les résidents, les promoteurs, les collectivités locales, les villes, et à la fin, moins de trafic sur les routes et moins de pollution. Wow. Quand même wow, tu sais, puis justement, je pensais pas qu'on allait aller sur le sujet du stationnement, puis justement comment ça coûte cher pour un promoteur de rajouter des stationnements, parce que c'est vrai qu'il y a un coût, puis ce qui est plus rentable, c'est de construire plus d'unités à logement. On se le cachera pas, là, en 2026, là, plus qu'on a d'unités, plus qu'on fait de l'argent, c'est pas compliqué. Donc, justement, de pouvoir permettre aux promoteurs de juste optimiser ses coûts, ben, c'est gagnant pour tout le monde. Au final. J'ai envie qu'on aille prendre une marche un peu. Ouais, avec On est sur un beau terrain en ce moment, dans un beau verger. On va profiter un peu de l'extérieur. David, Guillaume, on achève l'épisode aujourd'hui, puis je voulais pas terminer sans en savoir un peu plus sur votre parcours, parce que aller dans une start-up, starter une entreprise, c'est difficile, on le sait. La plupart des entreprises ne survivent même pas 5 ans. Surtout dans un secteur dans l'innovation où justement on travaille sur des mentalités, on travaille sur changer les habitudes des gens. C'est encore plus difficile. On n'a pas juste un produit à offrir, il faut aussi offrir une nouvelle manière de se déplacer. Hein? C'est un peu ça dont on fait la promotion au podcast Les Électrons Libres. C'est quoi qui vous a amené, chacun d'entre vous, à passer de où vous travaillez dans le passé? Je pense que David a travaillé dans différents domaines pour des grosses entreprises. C'est quoi qui vous a amené justement à passer d'être là, à dire, OK, on se part en affaires, on part en business, on part en innovation, puis on part en mobilité durable? Je vais commencer par Guillaume. Ouais, moi écoute, je suis qu'à mon 3e hiver au Québec, donc je suis fraîchement arrivé, et tout part un peu d'une rencontre un peu improbable avec Léo, donc un des associés de David dans Weave, donc dans la compagnie pour laquelle je travaille toujours. On s'est rencontrés, il m'a expliqué son projet et j'ai tout de suite adhéré à l'idée, à la vision et à ce qu'il voulait faire en fait de Weave. Et ensuite, donc on a continué à travailler donc sur la partie vraiment mobilité électrique, d'où est partie ensuite l'idée de l'autopartage qu'on a lancé déjà depuis 3 ans. Et aujourd'hui, depuis quelques mois, on a réfléchi avec David effectivement à lancer quelque chose qui soit vraiment dédié à cette vision long terme d'essayer de faire changer le mode de consommation de la voiture électrique. Et donc c'est avec ça qu'on s'est dit tous les deux, ok, pourquoi pas monter quelque chose qui fasse du sens. Okay. Pour nous comme pour les consommateurs. Oui. Puis au niveau de ton background, tes études, tu dis que ça fait 3 ans que tu es au Québec. C'est dans quoi que tu étudies? Absolument. Donc j'ai étudié en France, précisément à La Rochelle, en école de commerce. Et ensuite j'ai travaillé donc en restauration d'entreprise. Donc rien à voir avec le secteur actuel, mais ouais, non, j'ai fait mes premières armes dans la restauration d'entreprise. Donc très formateur, et ensuite j'ai continué d'apprendre énormément avec Léo, David et Mathieu, donc les fondateurs de Weave. Impressionnant. Puis là, aujourd'hui, si c'est pas indiscret, t'as quel âge? J'ai 27 ans. Guillaume, 27 ans. Encore très jeune, beaucoup de choses à apprendre, mais on apprend tous les jours, c'est super intéressant et
on va essayer de faire bouger les choses. C'est un bon départ, début de carrière. Là. C'est une bonne place aussi pour apprendre, justement, avec quelqu'un comme David qui a de l'expérience. Je pense que c'est l'occasion d'apprendre, puis de pouvoir, être épaulé par quelqu'un qui en a vu d'autres, comme on dit. Absolument. David, à quoi ça ressemble, toi? J'ai quelques cheveux blancs qui démontrent ma seniorité par rapport à Guillaume, en tout cas du point de vue de l'âge. J'ai effectivement 50 ans. Puis c'est drôle parce que je suis arrivé cette année à un point de ma vie où j'ai 25 ans en France, puis 25 ans au Québec. Okay. Donc la moitié de ma vie dans chacun des territoires. Puis j'ai passé plus de 20 ans, 25 ans presque dans les milieux des technologies, de l'information, dans des grosses entreprises de software avec des postes de direction. Et j'ai toujours pensé que la technologie accompagnait un changement d'habitude, un changement de l'expérience des utilisateurs en général, partout où j'ai été. Et puis je trouvais qu'avec la transformation des véhicules de l'essence à l'électrique, on pouvait pas juste avoir un changement de technologie au niveau de la propulsion de véhicules, mais il fallait que ça s'accompagne aussi de changements d'habitude. J'ai été, pour la petite histoire, un des premiers clients de Tesla au Québec en 2012 avec la première Model S. Titre personnel, ça fait 14 ans que je roule en véhicule électrique, donc il y a encore des gens qui se posent la question, est-ce que je passe au véhicule électrique? Moi, c'était il y a 14 ans, puis je retournerai jamais véhicule à combustion. Puis le modèle de le véhicule était pendant très longtemps, même encore maintenant, j'ai rien contre les concessionnaires auto, on a besoin d'eux et c'est des bons partenaires à nous chez Avigo. Ouais. Mais la structure a peu changé, c'est-à-dire qu'on vend des autos comme on les vendait il y a 30 ou 40 ans. Et puis on a inclus maintenant ce qu'on appelle la location à long terme, des leasings de 36 mois, 48 mois où les gens embarquent là-dedans pour leurs autos. Mais ça n'avait pas finalement changé. Puis l'autopartage est vieux comme le monde, hein. Ça a commencé il y a longtemps, les premières expériences de covoiturage. Je pense que Communauto a fêté ses 20 ou 25 ans maintenant au Québec. Communauto est un autopartage public qui existe depuis longtemps, qui est très complémentaire à Avigo puisque nous on est dans le privé, comme on a déjà parlé dans le résidentiel. Et quand on a cofondé Weave avec mes associés, on avait cette vision à long terme de la transformation énergétique, mais aussi de la façon dont la mobilité allait être consommée, et spécialement par les générations les plus jeunes. Mes générations, moi, mais surtout mes parents, on était fiers d'avoir une auto. Le ownership, avoir une auto, c'était une différenciation sociale. On aimait ça l'emmener le dimanche, la laver, etc. Aujourd'hui, avoir une auto, c'est plus quelque chose d'important. Ce qu'on veut, c'est avoir de la mobilité, avoir de la liberté. Alors, c'est juste une façon de le voir qui est différente. Puis, on est très content de participer à cette transformation de la mobilité. Ben, écoutez, bravo à vous deux, bravo David, bravo Guillaume. On espère en voir plus des Avigo circuler à Montréal, dans les autres villes canadiennes, pas juste dans les grandes villes, aussi dans les banlieues, dans les régions un peu plus rurales, justement. Ça puisse s'étaler un peu partout, se répandre, comme une traînée de poudre, comme dirait ma mère. C'est que le début. Écoutez, merci beaucoup d'avoir été à l'épisode des Électrons Libres. Merci à toi de nous avoir reçus, c'était un plaisir. Superbe journée, merci Xavier. Hey, c'est déjà tout pour aujourd'hui. Merci encore une fois d'avoir été des nôtres. Si tu n'es pas abonné, fais-le maintenant. Ça m'encourage, puis ça m'aide à faire d'autres épisodes où on se promène partout, on visite du monde, on a du fun, tout en parlant de mobilité durable. À bientôt! Remerciement spécial à Jérôme de Axis 3D qui était le pilote de drone pour les merveilleuses captures qu'il a faites au cours de cet épisode. Vous pouvez le contacter directement sur LinkedIn ou Facebook directement sur sa page Axis 3D pour bénéficier de ses services.